C'est beaucoup d'agitation, beaucoup de choses pour masquer le fait que l'Ukraine a perdu, que les États-Unis ont perdu, que l'OTAN a perdu. Et comme j'aime le dire, et ce n'est pas de moi à l'origine, le cochon de la défaite a besoin de beaucoup de rouge à lèvres pour cacher qu'il s'agit d'une véritable défaite. À mon avis, Poutine l'a clairement fait savoir par l'intermédiaire de Lavrov et d'autres. Écoutez, nous avons beaucoup de rouge à lèvres ici, d'accord? Il faut juste comprendre que nous allons rendre ça aussi raisonnable que possible. Un accord négocié ici. Bonjour à tous. Ici Pascal, des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec Ray McGovern, ancien analyste de la CIA, chargé de préparer les briefings quotidiens du président américain. Ray, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Pascal. Ray, commençons par le discours que le président Trump et son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, viennent de prononcer devant, c'était quoi, des centaines d'amiraux et de généraux, n'est-ce pas? Une réunion très inhabituelle qu'ils ont convoquée. Quelles sont les nouvelles à ce sujet? C'était quelque chose d'inédit. Je craignais ce qui allait en découler. Il n'est vraiment pas très clair si ces généraux et amiraux auraient dû se lever et partir. Mais moi aussi, j'étais officier de l'armée. Moi aussi, j'ai prêté un serment solennel de soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et domestiques. Bon, cela remonte à un certain temps, et les choses ont changé. Mais même Trump semblait penser, en quelque sorte, que personne n'allait faire ça ici. Personne n'allait se lever. Donc ce qu'il a dit, regardez, il était déconcerté. Il est entré dans ce public, cette grande salle, et personne n'applaudissait. Personne ne disait « ouais, 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 ouais ». C'étaient des généraux et des amiraux. Ils étaient plutôt silencieux. Alors il dit « Oh, cela fait des années que je ne suis pas entré dans une salle comme celle-ci. Vous pouvez applaudir quand vous le souhaitez. C'est permis. Et si vous n'aimez pas, c'est là le point clé. Si vous n'aimez pas ce que je dis, eh bien, vous pouvez simplement partir. Et adieu, votre grade, et adieu, votre avenir. » Maintenant, pour Trump, c'est très important. Votre grade est ce qu'il considère être votre avenir. Pour le reste d'entre nous, du moins à mon époque, on pensait que le grade s'accompagnait de privilèges et d'exigences. Et la première et principale exigence était de respecter son serment de défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et domestiques. Une petite note de bas de page ici. Il y a 20 ans, lorsque je donnais des conférences sur la manière dont les renseignements avant l'attaque contre l'Irak étaient, eh bien, ils étaient adaptés à la politique. Et finalement, quelqu'un m'a montré le compte-rendu d'un briefing de Tony Blair, et ce sont précisément les mots qu'ils ont utilisés. Les renseignements et les faits sont adaptés à la politique. Quoi qu'il en soit, on m'a demandé de donner une conférence à l'Académie navale d'Annapolis à des étudiants de 2e et 3e année. Et nous parlions, vous savez, de diverses choses. Et nous parlions des serments. Et finalement, j'ai simplement dit, eh bien, vous tous, lorsque vous avez rejoint la marine, vous avez prêté un serment solennel. Mais à qui ce serment est-il adressé? Et un gars a répondu, eh bien, au président. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Le président des États-Unis. J'ai dit désolé, mes amis, si vous avez prêté serment à la Constitution. Il peut y avoir des moments dans votre carrière où votre serment à la Constitution prévaut sur vos ordres du président. Eh bien, cela a été un électrochoc pour moi. Je veux dire, c'était la marine, pas l'armée de terre. J'essaie de ne pas avoir de préjugés. Mais mon Dieu, ces gens allaient devenir officiers de marine. Et ils pensaient que leur serment était envers le président des États-Unis. Je ne sais pas combien de ces généraux et amiraux, environ 20, oui, beaucoup d'entre eux,
étaient probablement là s'ils venaient de la marine. Je ne sais pas s'ils ont compris le message, mais personne ne s'est levé. Personne n'est parti. Je n'ai pas lu le discours en détail, donc je ne vois pas s'il y a une raison vraiment probable pour qu'ils aient dû quitter la salle. Mais c'est ce genre de dévotion moutonnière envers l'officier, juste un grade au-dessus, jusqu'au chef d'état-major. Et vous savez, enfin j'essaie d'apporter un peu d'humour, je suppose. Mais il y a ces deux lemmings, d'accord? Des lemmings, et ils sont au bord de la falaise. Et tous les autres lemmings, de façon très moutonnière, sautent de la falaise. Et l'un des lemmings dit à l'autre, « Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça ?» Et le premier lemming répond, « Eh bien, si on ne le fait pas, on trahira l'esprit et l'honneur de tous les lemmings qui nous ont précédés. » Boum. Eh bien, mon Dieu, si c'est ça l'état d'esprit, voilà l'esprit de corps que Trump mettait en avant comme raison de cette réunion. Et s'il y a encore une bande de suiveurs dans notre corps d'officiers, bien sûr, surtout au sommet, pas tout en bas, mais au sommet, ceux qui étaient à Annapolis quand j'ai prononcé ce discours, nous sommes dans de beaux draps. Bien sûr, il parle de retourner l'armée américaine contre les villes et les villages de notre pays. Et cela est, selon la Constitution, manifestement illégal. Oui, le danger en ce moment, c'est que les forces américaines sont non seulement repliées sur elles-mêmes, mais aussi engagées vers l'extérieur d'une manière sans précédent, n'est-ce pas? Et ce que vous dites est très pertinent, car nous avons déjà un cas où le département de la Défense a ordonné le naufrage et la mise à mort des équipages de 3 navires, n'est-ce pas, dans les Caraïbes. 3 navires civils qui ne sont en aucune façon, même pas prétendus être, des navires d'une nation étrangère. Donc, nous avons l'armée américaine qui s'en prend à des civils. Qu'ils soient criminels ou non, c'est une autre question. Mais ce sont des civils, et ils sont censés être appréhendés et non tués. Et ce genre d'ordre fait actuellement l'objet de vifs débats aux États-Unis, à savoir s'ils sont légaux, et si les officiers qui les exécutent commettent eux-mêmes des crimes, ou s'ils peuvent se retrancher derrière la chaîne de commandement. Quel est votre avis là-dessus, sur le naufrage de ces 3 supposés navires de narcotrafiquants venus du Venezuela? Eh bien, Nuremberg a été très clair. On ne peut pas se retrancher derrière la défense. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Cela ne fonctionne pas. Maintenant, qu'en est-il du Congrès? Qu'en est-il de la Cour suprême, qui est censée exercer ses propres prérogatives en ce qui concerne la Constitution des États-Unis? Le Congrès s'est tout simplement défaussé. Il s'est mis en retrait sur toute cette affaire. Y a-t-il eu un avertissement préalable au Congrès concernant ce qui allait arriver? Non. Et l'acte lui-même, ces 3 petits bateaux, pas des navires, mais des bateaux, ont été détruits par notre marine avec ses missiles ou quelque chose de ce genre. Il n'y a aucune justification à cela. Même s'ils faisaient du trafic de drogue, même s'ils faisaient de la traite humaine, on les intercepte, on les encercle, on les arrête et on s'assure qu'ils soient traduits en justice. On ne les tue pas simplement. Cela remonte à Obama. Obama, avec John Brennan, qui lui remettait chaque mardi une liste indiquant quel terroriste avait déjeuné avec un autre terroriste présumé dans un certain bar de Beyrouth le mardi précédent, les plaçait en haut de la liste. Pourquoi faire? Pour qu'ils soient éliminés et assassinés par drone. Maintenant, quand on a demandé « est-ce constitutionnel ?», Eric Holder, qui était le procureur général d'Obama, a répondu « Eh bien, je vais aller en parler à la faculté de droit de la Northwestern University, une excellente faculté de droit, soit dit en passant. Je vais leur expliquer. » Et il s'est adressé à ces personnes en disant « Maintenant, pouvons-nous autoriser les assassinats en incluant non seulement des suspects présumés, mais aussi ces 2 citoyens américains que nous venons de tuer il y a 2 semaines. Pouvons-nous autoriser cela?
Bien sûr que nous le pouvons, parce que si vous regardez la Constitution, elle dit que nous devons le faire seulement avec une procédure régulière. Maintenant, nous avons un processus traditionnel. Donc le processus traditionnel nous permet de faire ces choses. La procédure régulière pourrait être... Dans mon esprit, j'imaginais tous ces étudiants en droit de Northwestern se dire « Mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Ça va probablement être définitif, vous savez ?» Donc même les écoles de droit ne s'opposent pas quand des choses comme ça se produisent. La profession juridique comme la profession médicale, mon Dieu. Où sont les médecins à Gaza face au génocide là-bas? Et les juristes, comme ceux qui ont justifié la torture et le meurtre d'Américains par drone, et maintenant le meurtre de n'importe qui sur ces petits bateaux. Mon Dieu. Bref, les gens de la marine qui ont obéi aux ordres d'attaquer ces petits bateaux avec des missiles dans des circonstances ordinaires, ils pourraient être accusés non seulement d'avoir suivi des ordres, mais aussi d'avoir assassiné ces personnes. Je ne le souhaite à personne. Il est difficile de refuser un ordre apparemment légal. Mais le Code uniforme de justice militaire prévoit que si l'on vous demande d'exécuter un ordre illégal, vous avez le droit, vous avez le devoir de désobéir à cet ordre. C'est ce que j'aurais fait. Certains de ces généraux assis là devant Trump, si on leur demande d'envoyer leurs troupes en Irak, enfin, à Baltimore ou à Knoxville ou à Nashville, que feraient-ils? Diront-ils « Oui, monsieur », puis s'inquiéteront-ils de ne pas perdre leur grade et leur avenir? Eh bien, la plupart le feront. Peut-être verrons-nous des gens avec le genre de courage que John Kennedy mettait en avant dans son grand livre, Portrait de courage. D'un point de vue historique, nous n'avons pas beaucoup d'exemples où les forces armées se rebellent finalement contre des ordres illégaux. Lorsque cela arrive, c'est généralement parce que les forces armées sont maltraitées ou mal payées, ce qui conduit à de véritables soulèvements. Mais si l'on regarde ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, ou la façon dont les choses se sont déroulées en Union soviétique, avec les purges, etc., il n'y a tout simplement pas beaucoup de précédents. Cela n'arrive tout simplement pas souvent, car dès que quelqu'un refuse d'obéir, il y a 10 subalternes très disposés à obéir s'ils peuvent obtenir le poste. Nous devons donc réellement nous attendre à ce que les forces armées des États-Unis soient désormais utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'attendez-vous maintenant de ce discours que vous venez d'entendre du président? Où pensez-vous que se situeront ces points d'attention les plus importants? D'un côté, nous avons toujours une guerre par procuration avec la Russie, qui semble de nouveau s'intensifier. Et M. Trump aurait apparemment déclaré qu'il est très déçu par Vladimir Poutine, parce que ce dernier ne veut pas mettre fin à la guerre de la manière dont M. Trump souhaite qu'elle se termine. Mais en même temps, tout le monde s'attend actuellement à une deuxième manche dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et nous avons ces 6500 membres de la marine au large du Venezuela. Pouvez-vous déduire quoi que ce soit sur les priorités de Trump en ce moment à partir de ce qu'il a dit? Oui, je peux. Mais d'abord, j'aimerais simplement dire que j'ai passé les 4 derniers jours dans différentes régions de l'État de New York à essayer de réveiller les gens par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. J'ai cité une personne nommée Eric Hafner. Son vrai nom était Raymond Pretzel, qui était un jeune avocat à Berlin en 1933 et qui a tout vu se dérouler. Il a assisté au Reichstag, à l'incendie du bâtiment du Reichstag. Et ce qui l'a le plus horrifié, c'était ce qu'il appelait la Schaffsmäßige Ergebung. Schaff-mouton. Ergebung de mouton, obéissance. Obéissance, oui. Donc, vous savez, c'est ce que beaucoup d'entre nous essayent de dire.
Écoutez, c'est aussi valable pour l'armée. Vous savez, si le président arrive et agit comme un roi en disant « Pourquoi ne m'applaudissez-vous pas ?» C'est très inhabituel. Je ne suis jamais entré dans un endroit sans recevoir d'applaudissements. Donc si vous voulez applaudir, applaudissez. Eh bien, je m'attends tout à fait à ce que certains de ces types à l'attitude de soumission de mouton restent en retrait. Au moins, ils ne l'ont pas fait. D'accord. Alors parlons-en. C'est vraiment ce qui s'est passé en 1933 et après. Ce Geschichte eines Deutschen est vraiment une perle de livre. Il existe aussi en anglais, intitulé « Oh, Miss, comment s'appelle-t-il » Histoire d'un Allemand. Oui, la déchéance de Hitler ou quelque chose comme ça. Bref, je voulais juste évacuer ce point. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, je ne défends absolument pas Donald Trump. Je suis incroyablement embarrassé par des choses mineures comme son discours honteux à l'ONU la semaine dernière, mais je suis bien plus indigné par son soutien, son financement, son encouragement au génocide. Je n'aurais jamais pensé qu'en tant que citoyen américain, je ferais partie d'un pays dont le président autorisait, aidait et encourageait pratiquement un génocide. Un simple coup de téléphone suffirait pour que M. Netanyahou arrête. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la famine forcée. Je viens d'Irlande. 2 de mes arrière-grands-pères ont échappé à la famine forcée. J'ai peut-être quelque chose dans mes gènes, mais je ressens cela très fortement. Je pense que tout le monde devrait en faire autant. Alors, plaçons Gaza dans ce contexte. Maintenant, c'est M. Hyde. Il y a un Dr. Jekyll et il y a un M. Hyde, à mon avis. Et c'est un peu un cas à part, d'accord? Le Dr. Jekyll, c'est le président qui veut absolument sortir d'Ukraine, d'accord? Il est embarrassé parce que cela prend tellement de temps et que c'est si difficile à faire. Cela montre beaucoup de naïveté de sa part. Il pourrait le faire si facilement. Mais je crois vraiment qu'il veut sortir d'Ukraine. Il a donc mis en place une sorte d'arrangement avec le chef de la Russie, M. Poutine. Et Poutine a été très prudent et généreux. Et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, vous savez, quand Trump dit « Je suis très mécontent, je suis très mécontent de M. Poutine », on a posé la question à Lavrov lors de sa conférence de presse après son discours à l'IHO. Et il a répondu « Eh bien aujourd'hui, les gens s'expriment de toutes sortes de façons. Ils ont différentes manières d'être. Les gens sont différents. Ce qui compte, c'est ce que nous entendons en privé. Et l'essentiel, c'est que nous parlons en privé maintenant. Et nous avons eu ce sommet. Nous n'allons pas prendre ces déclarations grandioses très au sérieux. Oubliez ça. N'essayez pas d'analyser tout ce que dit le président. C'est un bon conseil. J'ai fait carrière en analysant ce que disaient les dirigeants russes, et la plupart d'entre eux étaient assez cohérents. Mais il arrivait parfois qu'il y ait une position incohérente, et il fallait simplement attendre le lendemain pour voir s'ils allaient revenir sur ce qu'ils avaient dit la veille. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Poutine veut sortir d'Ukraine. Veut-il s'emparer de toute l'Ukraine? Non, c'est très clair. Il veut encore moins s'emparer de la Pologne ou des États baltes. Maintenant, quand Biden a dit cela, je n'en croyais pas mes oreilles, vous voyez. Juste pour ajouter un codicile ici, quand des gens comme Biden disent « Écoutez, vous pensez que Poutine va s'arrêter en Ukraine? Non, il va entrer en Pologne et dans les États baltes. Vous allez voir, il ne va pas s'arrêter. » Eh bien, je vais simplement dire très succinctement, il s'est arrêté. Il s'est arrêté en mars et avril 2022, à peine 5 semaines après le début de la guerre. Ils ont négocié un arrêt, un cessez-le-feu, et cela a été rejeté par ce clone venu de Grande-Bretagne, Boris Johnson, agissant au nom du Royaume-Uni et des États-Unis, qui a dit à Zelensky « Cessez-le-feu, oublie ça. Nous allons former tes troupes pour qu'elles puissent mieux se défendre contre ces types. Nous allons te donner tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, refuse cela. Surtout,
Nous ne voulons pas que tu cèdes sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, pour l'amour de Dieu. Ne lâche rien là-dessus, pour l'amour de Dieu. Donc maintenant, c'est aussi longtemps qu'il le faudra. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que les Russes se sont arrêtés là. Ils ont retiré leurs troupes autour de Kiev comme un geste de bonne volonté, si je ne me trompe pas. Et puis, ils ont été accusés d'un genre de massacre à Boutcha, qui n'a jamais été enquêté et qui est très suspect. Alors les Russes ont été présentés comme les véritables méchants par Biden et les autres. Mais ceux qui veulent dire que les Russes veulent prendre toute l'Ukraine, eh bien, ils pourraient s'ils le voulaient, mais ils ne le veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans un autre Vietnam. Bon sang. Ils ont été en Afghanistan. Qu'est-ce que c'était? Il nous a fallu 20 ans pour notre défaite en Afghanistan. Ils ne veulent pas de ça. Donc, à mon avis, Poutine est prêt à négocier sur les marges. Je ne pense pas qu'il soit prêt à rendre ses 4 oblasts ou la Crimée, bien sûr. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses à la marge. Il y a Odessa. Je ne pense pas que Poutine veuille engager une fusillade dans et autour d'Odessa. C'est une ville magnifique. C'est le joyau de la couronne de Catherine la Grande. Bon sang. La plupart des habitants là-bas sont russophones ou pro-russes. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut négocier. Le problème, c'est de savoir si Trump est assez puissant au sein de sa petite cour de génie pour faire la moitié du chemin. Eh bien, il a déjà fait un quart du chemin. Rappelez-vous, il disait « Je vais imposer des sanctions écrasantes. Vous savez, si vous ne réglez pas ce problème dans la guerre en Ukraine, nous allons imposer des sanctions et nous vous donnerons 50 jours pour le résoudre. » Et plus tard, Lindsey Graham et beaucoup d'autres ont dit « 50 jours. D'accord, je vous en donne 5. D'accord. Non. 1, 2, 3. » Ça va être le 4e jour, et Trump reçoit enfin les conseils de quelqu'un comme Witkoff. Monsieur le Président, vous êtes en train de vous enfermer dans une impasse. Premièrement, les sanctions ne vont absolument pas nuire aux Russes. Vous voulez imposer 100% de sanctions à la Chine, ils vont simplement vous narguer. L'Inde, ce ne sera pas très bon pour l'Inde. Donc, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous suggérez, Richard? Eh bien, je pourrais aller à Moscou, parler à Poutine et lui dire franchement que nous voulons sortir de cette impasse. Nous ne voulons pas imposer de sanctions à vous ou aux autres. Peut-être devrions-nous organiser un sommet. C'est ce qu'il fait. Et Poutine lui parle pendant 3h30. Et ils disent, vous aurez un sommet. Dans combien de temps? Dans 1 semaine. Et ils se rencontrent en Alaska. Maintenant, il a été clairement indiqué à Witkoff qu'un cessez-le-feu immédiat n'était pas envisageable. Ils ne vont pas céder là-dessus. Ce serait insensé, et pour de très bonnes raisons. Nous savons ce qu'impliquent les cessez-le-feu immédiats et comment les gens peuvent reconstituer leurs armes et tout le reste pendant cette période. Donc Trump est dans l'avion, en direction d'Anchorage, et il dit à un journaliste de Fox News qu'il apprécie. Vous savez, je serais très mécontent, vraiment mécontent, si nous ne repartons pas avec quelque chose qui ressemble à un cessez-le-feu. C'est ce qu'il dit à ce journaliste. Bien sûr, l'information est immédiatement diffusée partout où il fait ce genre d'annonce. Alors, il arrive là-bas, et comme on pouvait s'y attendre, il a tenté une dernière fois avec Poutine, cette fois à propos d'un cessez-le-feu immédiat. Et Poutine a dit, tu sais ce que veut dire « pas encore ». Pas encore, pas encore. Ça veut dire « pas maintenant » et c'est hors de question. Alors Trump a essayé de parler d'autres sujets. Puis 1 heure après la fin de la réunion, il est allé sur son clavier et a dit « D'accord, nous n'allons plus insister sur un cessez-le-feu immédiat. Nous allons insister pour négocier tout le paquet, l'ensemble, afin d'aboutir à un accord qui respecte nos intérêts fondamentaux et la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et là-dessus,
Nous sommes sur la même longueur d'onde. Le président Trump veut que nous nous réunissions. Eh bien, il veut que Zelensky et moi nous rencontrions. Nous en parlerons, mais cela ne semble pas être une bonne idée pour de nombreuses raisons. Et puis si les trois, eh bien, nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Mais nous négocions actuellement. Nous aimerions retourner à Istanbul et négocier avec l'Ukraine, mais ils ne semblent pas vraiment prêts. Et pendant ce temps, nous menons cette guerre d'usure. User, jusqu'au point où il ne restera plus grand-chose, voire rien, des défenses ukrainiennes. Le territoire? Nous ne convoitons pas de territoire. Ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous avons dit au début. Nous allons démilitariser l'armée ukrainienne. Cela signifie écraser l'armée ukrainienne. Ils en sont déjà à environ 85%. Et l'autre tâche, bien sûr, c'est la dénazification à Kiev. Ils n'en sont pas encore proches, donc cela va prendre du temps. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les Américains veulent un accord, n'est-ce pas? Poutine ne veut pas aller jusqu'au bout. Ils aimeraient beaucoup avoir un cordon sanitaire, une zone tampon, suffisamment large pour les protéger les Russes et les zones russophones de ce qu'ils ont subi jusqu'à présent. Donc pour Trump sur l'Ukraine, je dis vas-y, fonce, essaye de trouver un accord. Utilise des gens comme Witkoff, qui est environ 10 fois plus intelligent que Rubio. C'est une façon de le complimenter sans vraiment le faire. Je m'excuse pour cela. Mais, vous savez, il faut garder la tête froide. Vous êtes sur la bonne voie ici. Et il faudrait pouvoir faire la différence entre le Mr. Hyde du Moyen-Orient et le Dr. Jekyll du début, ou sur l'Ukraine. Et si les gens n'arrivent pas à faire cette distinction, c'est à cause du syndrome de dérangement anti-Trump. Tout ce que fait Trump, les médias le critiquent comme étant illégal ou un mensonge. Et donc, quand je parle à mes anciens collègues de la fac, ils ne voient rien de tout cela. Ils pensent que Trump et les Russes, ils pensent que Poutine et les Russes sont le mal incarné. Et il est vraiment difficile de percer cette épaisse couche de russophobie. Je suppose qu'on peut l'appeler ainsi. La difficulté, c'est de savoir ce qui, dans le théâtre auquel nous assistons lorsque M. Trump est sur scène, qu'il parle aux généraux et aux amiraux, ou qu'il s'adresse au public qui l'applaudit, ou encore lorsqu'il rencontre M. Poutine. Je veux dire, tout cela est une mise en scène, n'est-ce pas? Et ces personnes, y compris M. Poutine et Donald Trump, sont parfaitement conscientes que tout ce qu'elles font à ce moment-là est diffusé à leur propre public et à des publics étrangers, n'est-ce pas? Ce qui est donc si difficile, c'est de savoir quelle part de ce théâtre et de cette mascarade est réelle et quelle part est utilisée comme un outil pour négocier avec les autres. Parce que M. Trump, d'un côté, tient tout ce discours, bien sûr, sur le fait d'être un président de la paix, de vouloir le prix Nobel de la paix, et ainsi de suite. Et il paraît extrêmement instable, publiant tout sur Truth Social. Mais si l'on regarde réellement les publications sur Truth Social et qu'on les compare aux tweets de sa première administration, vous savez ce que je remarque? Je ne vois plus d'erreurs, plus de fautes de frappe. Je vois des phrases bien rédigées. Certes, ce sont toujours des phrases à la Trump, mais elles sont soignées. Il n'y a plus la façon dont il les écrivait auparavant. Nous savons donc que tout cela est effectivement en cours de traitement. Et puis, nous ne remarquons souvent pas ce qui n'est pas sur le devant de la scène, n'est-ce pas? Par exemple, Trump a récemment annulé la livraison d'armes de 400 millions de dollars à Taïwan. Il a également désormais, ou aurait, le droit de stationner des troupes américaines dans 15 bases militaires finlandaises. Mais il ne le fait pas, à l'exception d'une seule. Les autres, selon mes sources, ne sont pas occupées. Elles ne sont pas prises en charge par les États-Unis. Y a-t-il aussi tout un jeu d'ombre en cours, comme des négociations américano-russes
sur ce à quoi ressembleront cette nouvelle frontière et cette zone tampon? Ou bien est-ce que je surinterprète les choses? Eh bien, je pense que je ferai une distinction entre Trump, qui est par définition imprévisible. Cela doit inquiéter les dirigeants russes, les dirigeants chinois et tous les autres. Mon Dieu, imaginez, nous avions une personne totalement fantasque et imprévisible, avec les codes des ogives nucléaires. Maintenant, du côté russe, que j'observe depuis 5 décennies, les Russes sont prévisibles et on peut tirer beaucoup d'enseignements de ce qu'ils disent et font. Concernant l'Ukraine, les Russes estiment avoir été trompés 5 ou 6 fois de manière importante. Tout d'abord, en février 1990, lorsque le secrétaire d'État James Baker a promis « Écoutez, vous laisserez l'Allemagne se réunifier ». Et vous savez, nous avions promis de ne pas avancer l'OTAN d'un pouce à l'est de l'Allemagne. Eh bien, vous savez, je ne sais pas comment Gorbatchev et Shevardnadze, le ministre des Affaires étrangères, ont réagi. Mais je peux comprendre la réunification de l'Allemagne. Nous venions de perdre 27 millions de personnes face à une Allemagne unifiée. C'était une pilule difficile à avaler. Et ils nous ont fait confiance. Donc ce qui s'est passé, c'est que Jim Baker, un avocat du Texas, a dit « Écoutez, qu'en serait-il? Ce serait bien, nous promettons de le faire. » Et maintenant, c'est un avocat intelligent du Texas. Ils n'ont pas demandé que ce soit écrit noir sur blanc. Donc tant mieux. Il suffit d'avoir cette promesse. D'accord? Maintenant, était-ce une promesse? Bien sûr que c'est une promesse. Et c'est consigné dans toutes sortes de documents diplomatiques et c'est maintenant disponible dans diverses bibliothèques. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Je dis que la confiance a commencé à s'éroder à ce moment-là, de façon significative. Quand j'étais à Moscou, il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'y suis allé plusieurs fois depuis, j'ai rencontré l'un des plus proches conseillers. Il s'appelle Kouvaldin. À l'époque où je lui ai parlé, il était encore professeur à l'université de Moscou. Il était l'assistant principal de son chef sur ce genre de questions. Et autour d'un cocktail, je lui ai demandé, « Monsieur Kouvaldin, pourquoi cela n'a-t-il pas été consigné par écrit ?» Et il m'a répondu, « Eh bien, Monsieur McGovern, je vais d'abord vous donner la réponse officielle. Les Allemands n'avaient pas encore adhéré. C'était une question de pouvoir, si je puis dire. Il y avait un pacte qui existait toujours. Mais, Monsieur McGovern, la vraie raison, c'est que nous vous faisions confiance. D'accord? Ensuite, la confiance s'est encore plus évaporée lorsque nous avons orchestré un coup d'État à Kiev. Et j'ai eu des professeurs de Yale et d'ailleurs qui m'ont dit « Quel coup d'État ?» Et je leur réponds que le coup d'État a été annoncé 2 semaines et demie avant qu'il n'ait lieu, avec les noms des chefs du coup et des premiers ministres respectifs sur YouTube. Allez vérifier, la première semaine de février 2014. Et j'ai vu ça et je me suis dit « Oh mon Dieu, ça veut dire que le coup est éventé. » On n'a pas à s'inquiéter d'un coup d'État. Et c'était la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland qui parlait à l'ambassadeur américain à Kiev. Vous savez. Et on sait que c'est authentique. Je veux dire, je ne sais pas qui a intercepté l'appel, mais à un moment donné, Jeffrey Piat, l'ambassadeur, dit « Madame la secrétaire, l'humain ne va pas du tout apprécier cela. » Et elle répond « Que l'humain aille se faire foutre. » Oui, elle est très célèbre pour ça. Extrêmement célèbre. FTEU, Victoria Nuland, l'épouse du néoconservateur Robert Kagan, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, c'est la faction néoconservatrice des États-Unis qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour semer le chaos à l'étranger parce que c'est plus facile à gérer. Cela a très bien fonctionné en Ukraine. Extrêmement bien, n'est-ce pas? Y compris le fait d'avoir des bases de la CIA jusqu'à la ligne de front, à la frontière avec la Russie. Et nous savons tout cela maintenant. C'est au grand jour, mais cela n'a toujours aucune importance.
Le discours public continue de prétendre que tout cela relève du droit de l'Ukraine de se sacrifier pour l'Empire. Oui, eh bien, tu as tout à fait raison, bien sûr. On pourrait aussi mentionner que cette même Victoria Nuland a fait savoir que les États-Unis avaient investi 5 milliards de dollars, milliards avec un M comme dans maman, pour encourager la démocratie ukrainienne. Et la National Endowment for Democracy avait environ 56 sites en Ukraine. Donc ce que je veux dire, c'est que me voilà en train de parler sur un site progressiste en discutant avec ce Timothy Snyder de Yale, un grand professeur là-bas. Et je dis, eh bien le coup d'État. Il répond, quel coup d'État? Et j'ai dit, eh bien, n'êtes-vous pas au courant du message intercepté pour lequel Madame Nuland s'est déjà excusée auprès de ses collègues de l'UMR? Désolé, je ne voulais pas dire foutez l'UMR. Non, non. Vous avez lu ça? Et il me regarde et me dit, c'est tout ce que tu as? Alors là, j'ai compris. Oui, je veux dire, la preuve irréfutable est là sous nos yeux. Et c'est tout ce que vous avez, vraiment? Oui. Tout cela est très important, car l'affaire du Russiagate s'est rapidement mêlée à tout cela. Et lorsque Trump est devenu président, bien sûr, ils l'ont neutralisé. Ils se sont assurés qu'ils ne pourraient en aucun cas tendre la main à la Russie sous de faux prétextes, à savoir le Russiagate. Il était donc coincé et a dû se montrer plus dur envers la Russie que quiconque. Et Obama, enfin, tout ce groupe, ont tiré profit de leur russophobie. Donc, en ce qui concerne l'Ukraine ou la façon dont tout cela s'est déroulé, le coup d'État a bien eu lieu. Ce fut la deuxième grande trahison. Ensuite, bien sûr, l'armée ukrainienne était pratiquement inexistante. Mais on les a encouragés à se battre, à réprimer les insurgés du Donbass, à Louhansk et Donetsk. Et ils l'ont fait. Ils ont commencé à bombarder des villes et tout ce genre de choses. Finalement, il y a eu un accord pour arrêter un cessez-le-feu. Et il y en a eu deux à Minsk en Biélorussie, un en 2014, un en 2015. Une partie de cet accord prévoyait que les Ukrainiens accorderaient au Donbass une certaine autonomie dans leur constitution, afin de leur rendre les droits qu'ils avaient auparavant, parler russe, traiter en russe, avoir le russe comme langue officielle. Cela n'a jamais eu lieu. Qui a supervisé cela? Le gouvernement français et les Allemands. Angela Merkel, François Hollande. Pendant 7 ans, ils ont mené les Russes en bateau. Et Poutine disait, non, non, nous allons travailler là-dessus, nous allons encourager cela, nous allons les convaincre. Et ils se sont fait avoir. Si une preuve était nécessaire, Angela Merkel a déclaré il y a seulement quelques années, vous savez, il faut reconnaître que ces accords de Minsk, nous n'avons jamais eu l'intention de les respecter. Le but était de renforcer l'armée ukrainienne, de la transformer de ce qu'elle était à l'époque à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est désormais l'une des armées les plus puissantes qui soit. Et Hollande a dit la même chose. Donc, c'est une autre trahison. Et puis bien sûr, une fois que tout a commencé, je crois que dès le lendemain, Zelensky a choisi son meilleur ami, Arakamia, pour entamer des négociations avec les Russes. Et Poutine a aussi choisi quelqu'un de très compétent. Ils sont allés en Biélorussie, puis en Israël, à Istanbul, et ils sont parvenus à un accord. Et cet accord a été annulé. Ensuite, il y a eu ce que je viens de mentionner. Il s'agissait d'une trahison publique, d'une sorte de vantardise publique à ce sujet. Le chef de l'OTAN à l'époque, Jens Stoltenberg, d'accord? De temps en temps, il disait vraiment des choses très maladroites. Donc, il s'adresse au Parlement européen, d'accord? C'était il y a 2 ans. Il dit, vous savez, les Russes ont dit, je vais envahir l'Ukraine si vous n'arrêtez pas d'essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, si vous ne signez pas, si vous n'acceptez pas qu'il faut qu'on trouve une solution. Et nous avons dit non. Alors il a envahi pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Incroyable.
Il ne voulait pas l'élargissement de l'OTAN. Et il a eu l'élargissement de l'OTAN, il a eu la Finlande et nous avons eu la Suède. À ce moment-là, Pascal, plus d'un demi-million de jeunes Ukrainiens avaient déjà été tués. D'accord? Pourquoi au fond? Et maintenant, je pense qu'il y a plus d'1 million de morts sur le champ de bataille. Et Trump ne reçoit pas les bons chiffres là-dessus s'il pense que les Russes perdent plus de monde que les Ukrainiens. Et la situation est tellement en faveur de la Russie que lorsqu'un type farfelu comme le général Kellogg lui dit « Non, non, la Russie est en train de perdre, l'Ukraine va très bien, et en plus l'économie russe est en train de sombrer, l'économie russe va s'effondrer. Faut arrêter. » Rien de tout cela n'est vrai, mais ça correspond à ce que les services de renseignement ont dit à Biden. Bill Burns, le patron de la CIA, il dit, alors que le président est à Helsinki, « Burnsy, maintenant, Monsieur le Président, vous allez faire un discours. Dites-leur simplement que Poutine a déjà perdu. Son armée a été ridiculisée comme totalement incompétente. Dites-leur ça, d'accord? » Alors il le fait. Maintenant, je me demande, d'où Biden tient-il ça? Et j'ai découvert que c'était juste à Kiev. C'était le Dr Slavinsky. Et donc il a dit, je vais vous dire, Monsieur le Président, tout est sous contrôle. Tout va bien. Vous savez, la Russie est en train de perdre. Maintenant, les gens sont-ils à ce point crédules? Sont-ils à ce point stupides? Eh bien, où était Kellogg lorsqu'il a fait cette dernière intervention? Il venait tout juste de parler à Zelensky. Où était Trump lorsqu'il a répété cela? Il venait tout juste de parler à Zelensky. Alors, est-ce que Zelensky possède une sorte de sorcellerie maléfique qu'il impose à ces types pour qu'ils ne puissent pas voir la réalité? Je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. Ce qui a vraiment du sens, c'est que les Russes se disent, à mon avis, « Écoutez, Trump, c'est Trump. Nous connaissons ces bizarreries. Nous ne les prenons pas au sérieux. Mais c'est le seul avec qui nous pouvons travailler pendant 3 ans. Bon sang. Il semble plus enclin que ces autres génies que nous avons eus comme président à conclure un accord. Nous sommes en train de gagner. » Il doit comprendre qu'au final, nous devons conclure un accord avec lui, car l'alternative serait de devoir refaire cette guerre dans 5 ou 7 ans. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons une architecture qui l'empêche. Et nous pensons qu'avec d'autres dossiers à gérer, Trump pourrait dire « Très bien, essayons de trouver une solution. Qu'êtes-vous prêt à concéder ?» Et les Russes sont prêts à faire certaines concessions à ce sujet. Ils le disent. Non seulement, ils répètent qu'ils vont traiter avec les Américains, quoi qu'ils fassent, même après s'être joints à Israël pour attaquer l'Iran, mais ils sont très clairs sur leurs priorités. Ce sont des questions secondaires. Nous allons travailler à l'amélioration des relations avec les États-Unis. Vont-ils réussir? Personne ne peut le savoir à cause de la façon idiosyncratique dont Trump se comporte. Nous sommes désormais confrontés à cette réalité malheureuse, où l'Europe et les États-Unis sont, pour la plupart, pas totalement, mais en grande partie, gouvernés et dirigés par des psychopathes solipsistes, des personnes complètement enfermées dans leur propre réalité. De plus, ils savent qu'ils ne sont responsables de rien de ce qu'ils font. Par conséquent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent régner en toute impunité parce que, encore une fois, on peut commettre un génocide contre des populations du Moyen-Orient, d'Asie occidentale, et cela ne pose aucun problème. Tout ira bien. Aucun de ces individus n'ira jamais en prison pour cela. Aucun. Et ils le savent. Et ils se soucient avant tout de leur propre image. Regardez M. Macron, comment il prépare déjà sa prochaine fonction dans l'une des institutions internationales. Regardez Kaja Kallas, qui était première ministre de l'Estonie depuis 6 mois lorsqu'elle a été appelée à Luthoim, et a immédiatement dit « Écartez-vous de mon chemin, vous 2,5 millions de paysans sans importance. » Puis, elle est montée là-bas et fait maintenant ses petites idioties solipsistes là-bas.
mais c'est une réalité. Et je crois que les Russes ont désormais compris que c'est une réalité, qu'ils font face essentiellement à un mur, non seulement d'incompétence, mais aussi d'irrationalité. La question est donc de savoir comment les Russes vont aborder ce fait, qu'on leur ment sans cesse, qu'il est impossible de construire la moindre confiance et qu'on ne peut rien prendre au sérieux de ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Et maintenant, les États-Unis disent en fait, « Oh, peut-être que nous allons livrer des Tomahawks, n'est-ce pas, à l'Ukraine. Et nous savons que si un quelconque Tomahawk venant d'Ukraine vole vers la Russie, ces Tomahawks sont autorisés, guidés et conçus. Tout est conçu par les États-Unis. Donc je veux dire, je n'ai aucune idée de la façon dont je réagirai à cela, parce que cela dissocie en fait tout ce qui se passe sur le champ de bataille du discours politique au sommet. As-tu une idée de la façon dont les Russes gèrent actuellement cette situation, cette chose vraiment, vraiment horrible en Occident, pour essayer d'avoir une conversation intelligente avec eux? Eh bien, du point de vue du Kremlin, je pense qu'ils estiment avoir remporté une grande victoire à Anchorage. Rien que la perspective que Poutine soit reçu avec de tels honneurs, qu'il parle avec Trump pendant 3 heures et le persuade d'abandonner immédiatement l'idée de cesser le feu, c'est déjà un succès. Ensuite, ils vont discuter. Ils vont encore discuter. Maintenant, est-ce que Poutine a des attentes exagérées ou gonflées? Je ne le pense pas. En fait, il a spécifiquement mis en garde contre le fait d'avoir des attentes exagérées ou irréalistes. Mais il va attendre que ça se passe. Ils sont en train de gagner. Il n'est soumis à aucune pression réelle pour faire monter les choses d'un cran. Depuis que je suis enfant, l'objectif de la Russie a toujours été de diviser l'Europe, de séparer l'Europe occidentale des États-Unis. D'accord? L'OTAN, quand elle a été créée, en 1949, je crois, la plupart des gens ne le savent pas. Ils disent « Oh, eh bien, l'OTAN a dû être créée à cause du pacte de Varsovie. » Eh bien, c'est faux. Le pacte de Varsovie est venu après. Vous êtes peut-être plus jeune que moi. Donc voici la création de l'OTAN. Et quel était le but explicite de l'OTAN? Eh bien, comme l'a dit Lord Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN, c'était de garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands à terre. J'étais un enfant, j'ai vécu toute la Seconde Guerre mondiale en tant que jeune garçon, et garder les Allemands à terre me semblait être une très bonne idée, vous voyez. Je veux dire, je connais beaucoup d'Allemands. J'y ai moi-même vécu pendant 5 ans. Je les ai adorés, mais je ne voulais pas qu'ils soient réunifiés. Vous savez, c'est une pilule vraiment douce, mais très très amère que James Baker a servi. Maintenant, bien sûr, la contrepartie était qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Eh bien, l'OTAN a doublé de taille, passant de 12 à 24 membres. Maintenant, c'est 32 ou quelque chose comme ça? 29, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'était donc l'une des grandes trahisons. Mais comment Poutine voit-il cela aujourd'hui? Eh bien, il regarde le fait que Donald Trump, à toutes fins utiles, s'est détaché de ces, eh bien, je les appelle les 7 nains, vous voyez. Imaginez-les à la Maison-Blanche, Trump, assis derrière son bureau, rassemblant les 7 nains qui sont venus juste après Anchorage, n'est-ce pas? Et il leur a dit ce qui allait se passer. Vous savez, je ne sais pas. Donc il s'est dissocié d'eux. Et ce qu'il a dit, c'est ceci, et à mon avis c'est très facile à expliquer. Il a dit, écoutez, comme mon vice-président l'a dit la semaine dernière, nous en avons fini avec l'Ukraine. Maintenant, bien sûr, nous voulons que l'Ukraine réussisse. Mais vous êtes tous beaucoup plus proches de l'Ukraine, et vous n'avez vraiment pas encore fait votre part. Alors, voilà le marché, d'accord? Voilà le marché. Nous allons fabriquer beaucoup d'armes, et ensuite nous allons vous les vendre.
Et puis vous allez les donner aux Ukrainiens. Et ensuite, on va attendre. D'accord? Maintenant, le problème avec ça, bien sûr, c'est que nous n'avons pas d'armes. Nos stocks sont très très bas. Et il va nous falloir des années pour fabriquer le genre d'armes qui pourraient aider. D'accord? Donc quand nous aurons ces armes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils n'ont pas d'argent pour acheter les armes. D'accord? Bon, peut-être qu'ils vont économiser et acheter les armes. Le temps qu'ils économisent, achètent les armes et les donnent aux Ukrainiens, eh bien les Ukrainiens n'auront plus de soldats pour utiliser ces armes. À part ça, c'est une super affaire. C'est tellement outrageusement transparent. Les États-Unis se retirent. Vous, les gars intelligents, vous les génies en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, vous pouvez gérer ça. Eh bien, nous n'avons pas réussi à le gérer pendant 3 ans et demi. Faites-vous plaisir. C'est ce que je pense que Trump veut faire. Maintenant, il a le général Kellogg et beaucoup d'autres personnes vraiment bornées qui le conseillent et le poussent à dire des choses ridicules, comme nous en avons parlé plus tôt. Donc, il fait face à beaucoup de résistance. Et les Russes en sont conscients. Ils savent que la plupart des décisions de politique américaine sont prises en fonction de considérations politiques internes. Et c'est pour cela que Trump semble vouloir fanfaronner de temps en temps et dire « Oh, les attaques MS, on va leur donner des attaques MS. » Eh bien, il n'y a pas d'attaques MS. Ils ne sont même pas encore construits. Donc c'est beaucoup d'agitation, beaucoup de choses pour masquer le fait que l'Ukraine a perdu, que les États-Unis ont perdu, que l'OTAN a perdu. Et comme j'aime le dire, et ce n'est pas de moi à l'origine, le cochon de la défaite a besoin de beaucoup de rouge à lèvres pour cacher que c'est une vraie défaite. Et à mon avis, Poutine l'a clairement fait savoir par l'intermédiaire de Lavrov et d'autres, « Écoutez, nous avons beaucoup de rouge à lèvres ici. » D'accord? Comprenez simplement que nous allons essayer de conclure un accord négocié aussi raisonnablement que possible. Nous avons obtenu quelques concessions. Mais écoutez, ne pensez pas que vous avez encore un véritable levier. Et ces 7 nains en Europe, eux non plus. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Poutine a fait preuve d'une patience incroyable, je dois le reconnaître. Malgré toutes ces trahisons, dont j'ai déjà évoqué certaines, il continue de dire « Je pense que Trump est digne de confiance. Je pense qu'il est sincère. » Mon Dieu. Maintenant, vous avez mentionné les Tomahawks. Si des Tomahawks étaient ne serait-ce que placés sur un cargo ou quelque chose du genre et tentaient d'être livrés, ce serait la fin de cette nouvelle attitude. C'est la plus rouge des lignes rouges. Vous ne l'avez pas mentionné, mais je suis sûr que vous savez qu'ils pourraient être équipés d'ogives nucléaires. Ce sont des missiles de croisière, donc ils volent à basse altitude. Ils sont difficiles à intercepter. Je pense que les Russes peuvent les gérer. Mais est-ce que les Russes veulent vraiment s'assurer, premièrement, qu'ils ne sont pas armés de têtes nucléaires, ou deuxièmement, qu'ils peuvent tous les neutraliser? Non. Et donc, si cela devait arriver, ce que je ne crois pas du tout, les Russes réagiraient immédiatement. Ils détruiraient ces missiles dès leur arrivée, où que ce soit près de l'Ukraine. Et je pense que Trump le sait probablement. Que l'armée le sache ou qu'elle agisse de son propre chef, comme certains me le suggèrent, je n'en sais rien. Mais même dans ce cas, je pense que je pourrais comparer, je comparerais Poutine à John Kennedy pour sa perspicacité lors de la crise des missiles de Cuba. Un gars de l'armée de l'air dans son B-52 pénètre dans l'espace aérien soviétique et JFK fait passer le message. Oh, mon Dieu, négocier. Alors il s'adosse à son fauteuil et dit, eh bien, vous savez, il y a toujours un idiot qui ne reçoit pas le message. Pas de problème. Contactez Khrouchtchev. C'était une erreur. Donc je pense que Poutine, à cet égard, s'il y a une attaque sous faux drapeau,
plus importante que ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines. Vous savez, les drones russes et tout ce genre de choses, ou les avions russes. S'il y a un incident majeur, la première chose, vous verrez Lavrov au téléphone avec Rubio ou avec Witkoff. Il y a maintenant une communication. C'est très important. Il n'y en avait pas sous l'administration Biden. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc tu continues à voir cela comme une façon de, tu sais, maintenir le théâtre en vie, alors qu'en réalité, en coulisses, on maquille la situation pour en gros la laisser s'éteindre, la laisser disparaître avec le temps. Et les Russes jouent en fait le jeu parce qu'ils savent que c'est la voie à suivre. Les personnes qui pensent que la Russie veut aller jusqu'en Pologne ont du mal à comprendre quel serait l'intérêt des Russes. Poutine ne veut vraiment pas aller plus à l'ouest qu'il n'y est obligé. Et il y a des obstacles physiques à prendre en compte. Et Lavrov, il y a 3 ans, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'Occident fournissant des missiles à plus longue portée, a répondu « Eh bien, cela signifie simplement que nous devrons avancer d'autant. Nous devrons avancer d'autant. Les Occidentaux sont-ils prêts à prendre ce risque aussi longtemps? Très bien, c'est tout. Nous avancerons. Donc, les Russes ont l'avantage. Ils n'aiment pas la volatilité et l'imprévisibilité de Trump, mais c'est le seul avec qui ils doivent composer pour l'instant. Et je pense qu'il voit qu'il a beaucoup de problèmes. Vous savez, il perd du soutien à cause de son appui à Netanyahou. Permettez-moi d'ajouter une chose ici. Comment expliquez-vous cette réaction excessive face à quelques petits bateaux censés transporter de la drogue depuis le Venezuela? D'accord. Eh bien, vous savez, j'ai de l'expérience, et je me souviens quand la caserne des marines à Beyrouth a explosé, avec environ 241 marines tuées, d'accord? Ça, c'était un vrai camouflet. Et Reagan, après avoir utilisé des cuirassés pour bombarder la vallée de la Bekaa, bon sang, a finalement dit « Non, on se tire d'ici ». D'accord? Mais il fallait donner l'impression d'être fort. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont lancé une attaque contre la Grenade. La Grenade? Oui, non, pas Grenade. La Grenade, une petite île dans les Caraïbes. Alors qu'en est-il de la Grenade? Eh bien, nous avions des étudiants en médecine qui étudiaient là-bas, et il y avait une certaine influence de gauche, et ils pourraient les prendre en otage. D'accord? Donc, il fallait faire quelque chose à ce sujet. Et Weinberger et les autres ont dit, nous allons envoyer la 82e division aéroportée. Nous aurons une victoire là-bas. Nous pourrons vraiment bomber le torse et dire, eh bien, cela a peut-être eu lieu à Beyrouth, mais nous avons eu la Grenade, et il n'y a plus de gauchistes, ni de partisans de Fidel Castro à la Grenade, pour kidnapper ou menacer nos étudiants en médecine. Je le sais parce que j'y étais, d'accord? Je traitais avec ces gens-là. Ils savaient qu'il n'y avait aucune menace venant de la Grenade. Alors, quelle est la comparaison? Eh bien, il fallait montrer quelque chose de vraiment fort lorsqu'il y a eu une démonstration du déplacement du pouvoir mondial vers Pékin. D'accord, mon Dieu. Il ne s'agit pas seulement des défilés, mais de toutes ces personnes en Chine et en Inde maintenant, et de la plupart des gens dans le monde qui narguent l'Occident en disant « on gère la situation, on a les BRICS à Shanghai et tout ça ». Et Trump n'a même pas réussi à se faire inviter. Ça tournait vraiment mal. Donc, à mon avis, le chef du conseil de guerre dit « quelqu'un a une idée comme la Grenade ». Quelque chose pour détourner l'attention, pour montrer à quel point nous sommes forts. Et je parie qu'ils ont choisi ces bateaux. On ne devrait pas rire de la mort de ces gens, n'est-ce pas? Ces bateaux au large du Venezuela, juste pour montrer ce dont nous sommes capables. C'était un meurtre. Et les officiers qui ont autorisé cette opération sont aussi coupables que des meurtriers, peu importe son nom, Hexap, celui qui a donné l'ordre. Parce que, eh bien, c'est clairement un acte de guerre. Aucun acte de guerre de ce genre n'est justifié.
Non, mais selon votre interprétation, il s'agit d'une démonstration de force motivée par le désespoir, parce que la situation se dégrade en Europe et peut-être aussi en Asie occidentale. La guerre avec l'Iran l'Iran n'a pas été vaincu, n'est-ce pas? C'était un autre revers pour la planification, surtout en Israël, non? Mais tout cela pourrait encore très mal tourner, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir une invasion du Venezuela. Qui sait? Il pourrait y avoir des frappes de missiles. Nous savons désormais ce que les missiles et les drones sont capables de faire. Et vous savez, un bombardement de Caracas pendant 2 ans, ce n'est pas envisageable. Vous avez tout à fait raison de soulever ce point. On dit que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde. Cela doit forcément entrer en ligne de compte. Il y a eu toute une décennie de tentatives pour évincer les dirigeants vénézuéliens qui ont pourtant été librement élus par leur peuple. Et de qui s'agit-il? Je suppose de Maduro. Ils ont même envoyé un drone pour tenter de l'assassiner alors qu'il prononçait un discours public il y a environ 5 ans. Donc oui, il fallait l'écarter pour déclencher une révolution là-bas. Je ne sais pas si cela est envisageable. Trump a déjà bien assez de choses à gérer en ce moment. Ce que je pense que nous devrions simplement dire, c'est que cela met l'accent sur l'Iran, comme vous l'avez fait. Maintenant, l'Iran. Tous mes amis et collègues instruits, qui en savent bien plus que moi sur l'Iran et Israël, disent qu'une frappe israélienne contre l'Iran est quasiment inévitable. Bientôt. Et je me dis, mon Dieu, est-ce que les Israéliens sont à ce point fous? Parce que l'Iran a démontré sa capacité, avec tous ses missiles hypersoniques, à détruire Israël. En d'autres termes, l'Iran dispose d'un pouvoir de dissuasion. Est-ce que tous ces radars sophistiqués de défense aérienne et tout le reste vont fonctionner? Non, ils n'ont pas fonctionné. Comment le sais-je? Parce qu'ils n'ont pas fonctionné auparavant. C'est pourquoi Netanyahou a demandé à Trump de dire « Eh bien, instaurons un cessez-le-feu rapidement, parce qu'on encaisse les coups. » On ne parle pas beaucoup de ce qui est arrivé aux bases aériennes israéliennes et à d'autres installations clés pendant cet échange. Alors, je me dis, bon sang, ce serait une guerre majeure. Et premièrement, est-ce que les États-Unis seraient entraînés là-dedans, comme Netanyahou n'a pas réussi à le faire récemment? Je ne sais pas, mais ils ont beaucoup de... En d'autres termes, il est vraiment difficile de prévoir si notre président pourrait tenir tête à Netanyahou. Ce qu'il pourrait faire maintenant, c'est dire « ne le fais même pas ». Ne le fais même pas. Parce que si j'étais Trump, je dirais « écoute, ça va arriver. Tu vas subir des représailles comme tu n'en as jamais subi auparavant. Et ensuite, tu seras confronté à la possibilité d'être en situation extrême et de devoir utiliser une de tes armes nucléaires. Et nous ne voulons pas que tu sois dans cette catégorie, parce que nous pensons que tu le ferais probablement. Et nous ne voulons pas ça. Donc voilà, ne le fais pas. Maintenant. Je pense, et c'est pas seulement mon avis, il y a maintenant des preuves à ce sujet. Je pense que Trump figure sur diverses listes liées à Epstein. Je pense que Netanyahou détient des informations compromettantes, disons-le clairement, du matériel de chantage sur Trump. Je pense que c'est un obstacle supplémentaire pour que Trump s'oppose à Netanyahou, que ce soit vrai ou non. Trump ne montre aucune volonté de dire non à Netanyahou. Si mes amis ont raison, s'il y a une attaque iranienne ou une attaque israélienne contre l'Iran, les Iraniens vont riposter comme jamais auparavant. Ils ont la Russie, la Chine et le reste des BRICS. Iran est désormais membre des BRICS, qui les soutiennent. Et le risque d'une guerre plus large est très très élevé. Et plus immédiatement encore, il y a le danger que Netanyahou se retrouve en situation désespérée et se dise « Oh, que faire maintenant? Même les États-Unis ne peuvent pas me sauver. » Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais faire s'effondrer le temple autour de moi,
comme Samson l'a fait, l'option Samson, n'est-ce pas? Et je ne les laisserai tout simplement pas l'emporter. De cette façon, non seulement je ne perds pas, mais j'évite aussi la prison. Je veux dire, il y a des considérations personnelles dans tout cela, parce qu'aussitôt que Netanyahou ne sera plus Premier ministre, il ira en prison. Il y a 5 affaires contre lui, dont 3 sont assez solides. Et ils ont une suite nuptiale dans l'une des prisons de Tel Aviv, toute prête pour Monsieur et Madame Netanyahou s'il est évincé. Je déteste dire que des considérations personnelles comme celle-ci pourraient contribuer à justifier un génocide, une famine forcée et la possibilité d'utiliser une arme nucléaire. Mais comment interpréter autrement Monsieur Netanyahou? Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Cet homme est... Il est difficile de trouver quelqu'un de plus. J'aime le mot pour le décrire, alors je vais éviter de le décrire. C'est tout simplement abject ce que cette personne est prête à faire. Malheureusement, il n'est pas le seul. Malheureusement, il existe tout un système de psychopathes prêts à entraîner tout le monde dans leur chute. Mais Ray, vous m'avez en fait apporté pas mal de clarté sur ce qui se passe. Alors merci beaucoup pour cela. Pour les personnes qui souhaitent suivre votre travail, je les orienterai vers votre équipe, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-elle? Les professionnels du renseignement pour la raison. Oui, laissez-moi juste ajouter une chose. Psychopathe est correct, mais sociopathe l'est encore plus. Vérifiez par vous-même. Je veux dire, juste d'accord. Oui. Eh bien, mon fils qui gère mon site web se fâche toujours contre moi si je ne le mentionne pas. C'est remgovern.com. Il a fait un gros effort pour le rendre facilement accessible, et c'est là que je publie mes archives. En général, je publie d'abord sur X, c'est @remgovern. Et j'ai aussi mon propre, comment ils appellent ça? Site Substack. Je n'y ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention, à part les $50 par mois que je leur verse. Mais je comprends que beaucoup de gens me suivent aussi par ce biais. Je passe 2 fois par semaine dans l'émission du juge Napolitano, le lundi à 10h, puis avec Larry Johnson dans l'Intelligence Roundup, le vendredi à 16h. C'est là que la plupart des gens me voient, car il a environ 300 000 abonnés. Non, maintenant, ce sont des abonnés. Un demi-million. Un demi-million. C'est vrai. Oui, je suis un peu en retard ici. Donc merci de m'avoir invité, Pascal. Et merci pour le bon travail que tu fais. Tu invites des personnes vraiment intéressantes et tu sais faire ressortir des choses très pertinentes chez elles. J'espère que cette fois-ci n'a pas fait exception. Merci beaucoup pour ces mots aimables. Ce n'était certainement pas le cas. J'apprécie vraiment votre contribution. Tout le monde, allez voir Ray McGovern sur sa page d'accueil, sur X, sur Substack, et bien sûr chez le juge Napolitano. Ray McGovern, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal.